Je pensais venir en Asie pour bosser au soleil, manger pas cher et vivre une vie simple. Mais j'étais loin de me douter que ça allait bousculer ma vision du travail, de l'amour, de l'amitié et de moi-même. À travers cette vidéo, je vais vous faire le bilan des 19 mois que j'ai passé d'affilée en Asie. Je vais vous parler de ce que j'ai adoré, de ce que j'ai un peu moins aimé. Je vais vous parler des différentes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, que j'ai pu avoir lors de ces derniers mois, de mes échecs, de quelques galères et le tout bien évidemment sans filtre. Par où commencer cette vidéo? Déjà, je peux vous montrer où je suis parce que vous devez vous dire, il nous fait une vidéo sur l'Asie, mais il est où exactement? Bah, à vrai dire, je suis désolé, je suis pas en Asie. Je vais vous montrer de face, je suis à la marina de Dubaï. Qu'on aime ou on n'aime pas Dubaï, il n'y a aucun problème, mais on peut dire ce qu'on veut, cette marina, elle est incroyable. Franchement, elle est trop belle. C'est un plaisir de se balader là le matin ou le soir, ou même à n'importe quel moment de la journée, même s'il fait 45 degrés. En fait, moi, mon appartement, il est... Je crois que c'est celui-ci, non, un petit peu derrière, vers là-bas. Voilà, donc en fait, je suis descendu, hop, j'ai marché, je suis carrément en face. Je me suis mis face au soleil pour que vous me voyez bien. Tant pis si je crève de chaud. J'ai activé le mode marche à pied sur la montre, donc je vais faire ma petite marche matinale. Ce qui est cool, c'est qu'ici, je peux vraiment beaucoup marcher, ce qui m'avait pas mal manqué en Asie. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Alors, à travers cette vidéo, je vais essayer d'être le plus sincère possible parce que c'est quand même ultra important. Pour la petite info, je suis arrivé en Asie, c'était tout début février 2024. On est en 2025, oui, février 2024. Juste avant, j'étais allé sur l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, je pense que je peux faire une petite rétrospective sur mes différents voyages que j'ai eu, que j'ai fait en tant que digital nomade. J'insiste sur le mot en tant que digital nomade, voilà. En tant qu'entrepreneur qui voyage, qui fait le tour du monde. Parce qu'en fait, la chaîne YouTube, elle a que un peu plus d'un an maintenant. Donc déjà, on a atteint les 10 000 abonnés, ce qui est incroyable. Je suis trop content là-dessus. Je vous remercie, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça a pas mal explosé dernièrement. Donc j'imagine qu'il y en a qui regardent cette vidéo en se disant « Putain, ce mec, j'ai vu qu'une vidéo de lui, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie. » Donc je vais revenir un peu sur les premières destinations. Mais en gros, quand j'ai commencé à être digital nomade, c'était pendant le Covid et je suis parti un peu plus de 5 mois au Mexique. Et on a beau dire ce qu'on veut, le Mexique, en période de Covid, c'était l'Eldorado. Pourquoi c'était l'Eldorado? Parce qu'il y avait littéralement... On pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de passe sanitaire, je sais pas quoi. Enfin, c'était incroyable. Et moi, ça m'a ouvert les yeux sur ce mode de vie. J'ai réalisé en fait que je pouvais travailler et voyager en même temps, ce qui pour moi est un gain de temps incroyable parce que plutôt qu'attendre les vacances pour voyager, eh ben, tu fais les deux. Tu fais évoluer ton business et tu voyages. Donc ouais, gros gain de temps et je suis vraiment tombé amoureux de ce mode de vie. Et après, par la suite, j'ai pas mal en fait voyagé en Europe. J'ai beaucoup fait les Canaries. Très bien les Canaries d'ailleurs, il faudrait que je trouve le temps d'y retourner pour vous faire des vidéos parce que pour moi c'est une des meilleures destinations que vous pouvez faire en Europe, parce que c'est moins cher, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite j'ai passé du temps à Malte, j'ai passé du temps à Budapest, en Hongrie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait la Sicile. Bon, je ne vais pas lister toutes mes destinations parce qu'il y en a un peu plus que ça, mais voilà, j'ai pas mal bougé et ensuite j'avais vraiment eu ce souhait de partir en Asie c'est une idée qui a émergé au fur et à mesure. En fait, l'Asie m'a toujours attiré, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et je m'étais toujours dit, ouais, un jour j'irai là-bas, j'irai à Bali ou j'irai en Thaïlande. Et j'avais jamais trouvé ce moment. Donc, fin 2023, je me suis dit, allez, je revenais des Gran Canaria aux Canaries. Je me suis dit, allez, c'est parti, faut que je parte en Asie. Donc, j'ai fait un stop à La Réunion parce que j'avais des potes là-bas qui fêtaient leurs 30 ans. Donc, ça a été ma petite étape. Et je suis resté un mois à La Réunion, que j'ai pas plus aimé que ça, pour être très sincère avec vous. Très belle nature. Mais sinon, pourquoi j'ai pas plus aimé que ça? Parce que ça ressemble trop à la France, aussi simple que ça. Par la suite, je suis arrivé à Bangkok et là, ça a été le déclic. Ce que je peux vous dire en étant à 100% sincère, c'est que quand vous n'êtes jamais allé en Asie et que vous mettez les pieds pour la première fois à Bangkok, vous prenez un choc culturel qui est assez important. Pourquoi? Parce que déjà Bangkok, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une ville, il y a du bruit, c'est pollué, c'est hyper différent. Les gens, ils vous sourient constamment, ils sont respectueux, le trafic, c'est le bordel. Du coup, votre cerveau, il est un petit peu en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'avait fait un petit choc, même si, bon, vu que j'ai l'habitude de voyager, j'étais pas en mode oulala, où c'est que je suis, il faut que je rentre en France. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait un premier choc et c'était vraiment impressionnant de voir ce décalage de culture, ne serait-ce que juste se balader dans la rue. En fait, les gens, si vous les fixez, ils vont vous sourire, ils vont vous dire bonjour. Et on est à Bangkok, hein, c'est la capitale. À Paris, je suis pas sûr que les gens
réagissent comme ça. Bon, à Paris, c'est un cas à part. Là-dessus, ça joue sur votre humeur. Et c'est vrai que les premières semaines, j'étais choqué. Je suis resté un mois à Bangkok. C'est ouf comme les gens, ils sont accueillants, ils sont sympas. Et j'avais pas encore tout vu parce que plus j'ai enchaîné des destinations, alors pas de partout, mais plus les gens me souriaient encore plus. Donc ça, c'est assez dingue. Et pour retracer un petit peu les destinations que j'ai faites, je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire perdre de temps, mais j'ai fait Bangkok. Ensuite, après Bangkok, je suis allé à Da Nang au Vietnam. Da Nang, incroyable aussi. C'était vraiment ouf. Après Da Nang, je suis allé à Koh Phangan en Thaïlande, donc retour en Thaïlande. Après Koh Phangan, j'ai fait Siargao aux Philippines, très belle découverte aussi. Ensuite, je suis allé à Bali. Bali incroyable. Bon, ça, si vous connaissez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'aime particulièrement Bali. Après Bali, je suis allé à Kuala Lumpur, pareil, très surpris, donc en Malaisie. Ensuite, j'ai fait retour en Thaïlande encore, j'ai fait Chiang Mai, j'ai fait Phuket. Après Phuket, j'ai fait le Cambodge, Siem Reap. Là, pareil, ça a été un de mes coups de cœur, le Cambodge. Les gens sont trop sympas. C'était assez incroyable, beaucoup d'histoires. Moi qui aime bien l'histoire, une histoire qui est dure, mais voilà, ça m'avait assez marqué. Ensuite, j'ai fait 2 petites semaines en Australie. Alors, c'est pas en Asie, je sais, mais voilà, j'y suis allé. Et après l'Australie, je suis revenu au Vietnam. Ah oui, j'avais fait aussi Hanoï après Da Nang, pardon, j'ai oublié de le préciser. Et en revenant d'Australie, j'ai fait direct Saigon 2 semaines, je suis allé à Nha Trang 2 semaines, je suis retourné à Da Nang parce que j'ai vraiment kiffé, je suis resté 2 mois, là je suis resté plus longtemps. Je suis retourné à Koh Phangan, à Bangkok juste avant, Bangkok, Koh Phangan, et de nouveau à Bali où je suis resté 3 mois. Et là, si je suis à Dubaï, c'est parce que je viens justement de quitter Bali pour rentrer en France. Voilà, il était temps. Il fallait revoir la famille, les amis. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas rentré, hein, très sincèrement, parce que ça ne me manque pas du tout. Mais ouais, là, je vais décider de rester une semaine à Dubaï. Alors, déjà de 1, parce que j'ai jamais vu Dubaï et que j'aime me faire mon propre avis sur les destinations que je fais. Et parce que j'ai plus ou moins 3 vidéos à sortir ici, qui sont déjà sorties au moment où vous regardez cette vidéo-là, que je vous invite à regarder si ça vous intrigue. Mais pour revenir sur le choc culturel, c'est vrai qu'en Asie, alors c'est assez dur de définir l'Asie en général et pas pays par pays, parce que chaque pays a quand même ses différences culturelles, mais en fait, déjà, les gens là-bas, ils vous jugent pas ou quasiment pas, à la grosse différence de l'Europe et plus précisément la France, où là, typiquement, je suis en train de... Alors, je suis à Dubaï, ce qui est encore plus représentatif, mais une caméra à la main, vous parlez face à une caméra, je sais pas ce que ça donne en France, mais en Asie, on vous saoule pas avec ça. Vous faites votre vie et les gens, ils vous regardent peut-être, ils vont dire « Ah tiens, il filme », mais c'est tout. Ça s'arrête là. Tandis que dans certains endroits, je sais pas ce que ça donne à Paris, mais je pense que les gens, ils vous jugent, ils vous le regardent, ils vous disent « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» Enfin, un petit peu chiant de ce côté-là. En Asie, on juge pas les gens croient beaucoup au karma, et ça se voit. Les gens font attention à comment ils agissent avec vous. Les gens ne vous crient pas dessus. Ça, c'est un gros truc en Asie, qui ferait du bien si on l'avait en Europe. En fait, crier en Asie, c'est... On crie pas en fait. On crie pas, c'est genre hausser la voix, c'est quelque chose de très très méchant et ouais, littéralement, les Asiates ne le font jamais. J'ai jamais entendu un Asiate crier, je crois peut-être une fois au Vietnam, et encore, je suis même pas sûr. Donc ça, c'est un des trucs vraiment marquants en Asie. Donc il faut aussi penser à s'acclimater à ça quand on arrive. Si vous êtes du genre nerveux et tout, débarquez pas en Asie en criant sur les gens en fait. C'est mal vu, puis c'est pas cool pour eux. Aussi, vous vous rendez compte que il y a une solution à tout et que les gens sont jamais trop stressés. C'est-à-dire que si vous loupez votre taxi, enfin je sais pas, si vous loupez le bus ou quoi que ce soit, en fait, vous relativisez vachement et vous vous dites bon bah c'est pas grave. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que à force de croiser des gens qui sont constamment positifs dans leur vie, et ben en fait ça déteint sur vous. Alors ça va pas déteindre sur vous au bout d'un mois, mais moi qui suis resté quasi 2 ans en Asie non-stop, je relative beaucoup plus vite sur plein de choses. Je vous donne un exemple concret. Je vais essayer de vous donner un max d'exemples concrets dans cette vidéo, ça sera le mieux. Mais en gros, quand j'étais à Bali là dernièrement, j'ai crashé mon drone dans l'océan. Donc très clairement, je savais que j'allais pas le retrouver et que je venais de perdre quelques centaines d'euros instantanément. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est que c'est une défaillance du drone et qu'ils m'ont remboursé, que DJI, que je remercie d'ailleurs, m'a renvoyé un drone alors que j'avais pas de garantie, parce qu'ils ont vu que c'était une erreur de drone. Mais bref, tout ça, je le savais pas parce que ça arrivait 3 semaines après. Et en fait, au moment où le drone s'est crashé, où j'ai cru que j'avais, genre, je sais pas, heurté un oiseau ou que je l'avais volontairement crashé parce que j'étais mauvais, même si je doute pas de moi, et ben en fait, j'ai juste rangé la télécommande et j'ai dit ah c'est bête, je viens de crasher mon drone, ça m'embête un peu qu'il soit dans la mer, ça va polluer. Et ça, par le passé, jamais j'aurais réagi comme ça. J'aurais hurlé, j'aurais dit mais putain, je suis trop con. Vraiment, littéralement, j'aurais pété un câble, j'aurais dit mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce drone pourri? Comment il a pu se cracher? Vraiment, j'aurais mal réagi. Donc ça, c'est un des signes de ce que l'Asie peut avoir sur vous. C'est ouais, voilà, c'est assez dingue. Ensuite, je peux aussi aborder la partie vie sur place. Donc plutôt axé sur ce qui est matériel ou les services du moins, les logements, se déplacer. Je dois avouer que automatiquement quand vous êtes en Asie, vous avez un coût de la vie qui est vraiment moins cher, drastiquement moins cher. Certes,
Il y a des pays où c'est un poil plus cher que d'autres. Il y a surtout des villes où c'est un peu plus cher que d'autres. En Thaïlande, ça commence à devenir cher à certains endroits, genre Phuket. Franchement, c'est cher. J'ai trouvé ça vraiment cher comparé au nord de la Thaïlande ou Bangkok. Quand vous allez dans des endroits comme le Cambodge, le Vietnam, vous réalisez que c'est vraiment pas cher. Où vous pouvez manger... Vous pouvez commander une pizza pour 2,50 €, 3 €, c'est possible. Vous pouvez vous faire livrer vos plats préférés pour moins de 5 €, c'est possible. Et ça me permet de rebondir sur un truc, c'est qu'en fait, quand vous débarquez en Asie, vous êtes submergé de microservices pour lesquels vous n'avez pas l'habitude d'avoir recours. Certes, en France, on a Uber Eats, des trucs du genre, quoi. C'est cher, en fait. Donc, à moins de vraiment gagner beaucoup d'argent ou d'être vraiment dépendant de la malbouffe, parce qu'il y a souvent de la malbouffe sur ces apps, en fait, on commande pas tant que ça Uber Eats. Tandis qu'en Asie, si vous vivez là-bas, enfin vous cuisinez plus du tout. Moi sur les, je sais pas, les 18 derniers mois, j'ai fait à manger peut-être 15 fois. Et c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est vous faites plus à manger. Parce que déjà de 1, commander souvent ça coûte moins cher, parce que quand vous voulez, si vous voulez cuisiner, vous allez au supermarché, vous payez des aliments qui coûtent souvent à importer en fait, donc ça vous coûte plus cher. La sauce tomate c'est importé, le paquet de pâtes c'est importé, donc voilà, tout ça, ça coûte vachement plus cher. Donc là-dessus sur la bouffe, vous régalez en plus. Si vous aimez la nourriture asiatique, bien que selon les pays c'est très différent. Moi j'aime particulièrement la nourriture vietnamienne. Thaï, Malaisie, j'aime beaucoup aussi, mais c'est souvent très épicé. Moi je supporte pas quand c'est trop épicé. Un peu j'aime bien, mais trop j'aime pas. Philippines, vous oubliez, c'est vraiment pas terrible. Indonésie, ça va. Nasi goreng, mi goreng, bon voilà, après vous avez un peu fait le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié? Après bon voilà, j'ai aussi fait... Ah oui, j'ai fait Singapour, tiens, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je suis aussi allé à Singapour. Ouais, sur la nourriture, il y a quand même... il y a de quoi faire. Cambodge, c'est pas oufissime non plus. Mais voilà, pour moi, le top, c'est Thaïlande, Vietnam. Là, c'est pépite. Il y a vraiment plein de plats. Tu sens qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et qu'il y a un vrai héritage, surtout au Vietnam, il y a un vrai héritage culinaire. Et sur la partie logement, même chose. Vous chopez des condos, des appartements dans des condos, 500, enfin, vous pouvez trouver pour moins cher. Moi, je sais que j'essaie de me fixer une limite de 700 par mois max, parce que je trouvais ça un peu démesuré de payer plus pour un logement, un grand studio ou un T2 avec piscine, cuisine et les services inclus, à savoir le ménage, etc. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt déjà de prendre plus grand parce que je vis seul, donc c'est juste dépenser mon argent, jeter mon argent par les fenêtres. Et puis j'en ai pas besoin de toute façon, donc et puis voilà, si je vais en Asie, c'est aussi pour réussir à faire plus d'économies, mieux vivre et faire plus d'économies pour l'avenir. Donc voilà, c'est un peu les budgets que je me fixais à chaque fois et j'ai globalement toujours payé mes logements dans ces gammes de prix, sauf les fois où j'ai voulu me faire vraiment plaisir, mais globalement c'est ce que je payais. Et sur les prestations des logements, pareil, ça dépend des pays où vous allez. La Thaïlande a souvent les mêmes types de logements. C'est les condos classiques en Thaïlande, les murs sont blancs, les lits c'est toujours les mêmes, ils se font passer le mot. Toujours cette même cuisine dans le coin, enfin vraiment les condos en Thaïlande c'est très standardisé, trop standardisé. Alors on trouve tout où il faut, hein. Il y a toujours le 7-Eleven en bas, la piscine, souvent vous avez le sauna, la salle de sport, c'est trop pratique. Mais pour cette gamme de prix, tout se ressemble, tout vraiment se ressemble. Au Vietnam, c'est un peu plus différent. Les prestations sont moins bonnes, mais les logements sont moins chers la plupart du temps, pas toujours. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, dans des villes comme Phuket, Pattaya, Bangkok, vous pouvez vraiment trouver des condos pas très chers. Il y en a tellement en fait, tellement d'offres. Philippines, j'ai fait Siargao. Siargao, c'est un cas à part et franchement, les logements sont très chers pour les qualités des qualités pourries. Hein. Franchement, c'était vraiment pas terrible, très très cher. Malaisie, bon compromis. Kuala Lumpur, vraiment bon compromis. Et Indonésie, Bali, pardon, je devrais dire Bali. Pour moi, c'est sûrement l'endroit où je préfère vivre parce qu'ils ont du goût en fait en déco. Et j'accorde de l'importance aux logements dans lesquels je vis. Et c'est vrai qu'à Bali, je me sens super bien dans les logements que j'ai. Voilà, ça c'était la petite parenthèse logement. Après, pour les transports, automatiquement, quand vous venez en Asie, il faut être prêt à rouler en scooter. Alors si vous n'êtes pas prêt à rouler en scooter, il y a toujours ces mototaxis que vous pouvez prendre dans tous les sens, donc là-dessus pas vraiment de problème. Mais par contre, si vous voulez vraiment vivre en Asie et profiter de ce que l'Asie a à vous offrir et d'être à 100% libre, le scooter pour moi, c'est scooter ou moto, peu importe, c'est obligatoire. Je vous rassure, ça s'apprend vite. Il y a quelques règles à respecter, mais honnêtement, c'est vraiment un bon compromis et c'est vraiment ce que je vous recommande. Donc le scooter, ouais, vraiment la base là-dessus. Pensez juste bien à vous couvrir avec les bonnes assurances. Et justement, en parlant d'assurance voyage, je suis très heureux de vous présenter le partenaire de cette vidéo que vous connaissez sûrement, qui n'est autre que Safety Wing. Pour info, Safety Wing, c'est une assurance voyage qui a été créée par des digital nomades pour des digital nomades. Donc littéralement, si vous voulez partir à l'étranger, que ce soit sur quelques semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, comme moi, c'est le cas, et c'est vraiment l'assurance qu'il vous faut parce qu'en fait, ils proposent des plans parfaitement adaptés aux digital nomades. Alors à vrai dire, vous avez deux plans.
à votre portée avec SafetyWing. Vous avez d'un côté le plan Essential et de l'autre côté le plan Complete. À vrai dire, le plan Essential, il est parfaitement adapté si vous partez uniquement que quelques semaines et que vous souhaitez être couvert sur les imprévus du quotidien. Et de l'autre côté, vous avez le plan Complete, c'est le plan que j'utilise à titre perso parce que voilà, moi maintenant je me suis expatrié, j'ai plus la chance d'avoir l'assurance maladie qui me couvre, donc j'ai besoin d'une assurance costaud quand je voyage pour mon quotidien, pour tous les imprévus, mais pour aussi des choses un peu plus poussées comme de la médecine douce ou alors si je vais chez le dentiste. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Bref, je suis vraiment bien couvert de ce côté-là. Ça, c'est grâce au plan Complete de SafetyWing qui est vraiment cousu main pour les digital nomades qui souhaitent vraiment partir sur le long terme, comme je le disais juste avant. Le gros plus, c'est qu'il vous offre aussi la possibilité d'ajouter des add-ons. Donc, qu'est-ce que c'est un add-on? En fait, c'est un petit supplément que vous allez prendre à votre assurance qui va vous permettre de vous couvrir sur d'autres choses. Par exemple, si vous êtes du genre casse-cou et que vous aimez bien pratiquer des sports extrêmes, vous pouvez avoir une couverture sur les sports extrêmes. Si, comme moi, vous avez beaucoup de matos électronique quand vous voyagez, eh ben, vous avez un add-on sur la couverture en cas de vol de votre matériel électronique. Par exemple le MacBook, le téléphone. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer soit sur le lien en description de cette vidéo ou tout simplement le premier commentaire que j'ai pris le soin d'épingler. Voilà, c'est tout pour le SafetyWing, on retourne à la vidéo. Et pour la partie budget, vu que je parle un peu de tout, en Asie, avec une enveloppe de 1500, allez, on va prendre large. 1800 € par mois, vous vivez quasiment où vous voulez. C'est-à-dire que grande ville, petite ville, pour ce budget-là, vous avez un super logement, vous mangez tous les jours au resto, vous avez votre abonnement à la salle de sport, vous avez les sorties à droite à gauche. Bien évidemment, selon les endroits, 1800 € c'est ce que vous allez dépenser et selon d'autres endroits, il vous restera 400-500 € à la fin du mois si vous êtes un minimum malin. C'est sûr que si vous allez dans les spots à touristes tout le temps, le budget il peut vite partir en sucette. Donc il faut aussi faire attention aux différents lieux et il ne faut pas avoir peur de manger local, des trucs comme ça de temps en temps. Je vous surpayer en fait les choses. C'est un petit peu ce qui se passe pour certaines personnes qui viennent juste pour 2-3 semaines, ils vont toujours aux mêmes endroits et du coup ils payent super cher plein de trucs quoi. Si vous êtes digital nomade ou que vous souhaitez vous expatrier, que vous cherchez une destination à faire en premier, il y a plein de possibilités en Asie, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner des millions d'euros pour pouvoir le faire. Et c'est ce que j'aime partager à travers mes vidéos. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos au coût de la vie. C'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être riche pour vivre cette vie-là. Vous avez votre 1500-2000 € par mois. Let's go en fait. Let's go. Vous allez même pouvoir économiser de l'argent et vous allez drastiquement augmenter votre niveau de vie. Vous allez pouvoir vous permettre des choses que jamais vous aurez pensé à ça avant. Donc ouais, ça n'a rien à voir. Et quand vous vous libérez énormément de temps sur une journée, vous n'avez pas idée de tout ce que vous pouvez faire en plus. Moi, la chaîne YouTube, j'aurais préféré la commencer il y a 4 ans. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et dès que j'ai commencé à avoir ma propre routine, à comprendre comment les choses se passent, j'ai réussi à me libérer énormément de temps. Et c'est grâce à ça en fait, que j'ai plus ou moins commencé la chaîne YouTube. Alors j'ai commencé pas mal d'autres projets en parallèle. Mais la chaîne YouTube, elle est arrivée parce que en fait, j'avais de nouveau beaucoup de temps, en plus du travail que j'avais. À la base, je suis social media manager, j'avais ce temps libre que je pouvais consacrer à un autre projet. Et ça, c'est quand même incroyable et je trouve que ça donne sens à ta vie en fait. T'es là en mode, vas-y, je travaille, ok, je gagne de l'argent, ok, mais est-ce que j'ai du temps libre pour pouvoir faire des activités? Donc moi, j'ai toujours eu le temps, depuis que je suis digital nomade, d'aller à la salle de sport, quasi de façon quotidienne. J'ai eu le temps de créer la chaîne YouTube, de poster une vidéo par semaine, quasiment toujours une vidéo par semaine, ce qui représente énormément de taf, hein. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est du temps plein YouTube. Donc ça, c'est ce que les pays où vous pouvez vivre pour moins cher peuvent vous offrir. Et en l'occurrence, l'Asie, c'est un excellent compromis de ce côté-là. Et d'ailleurs, ça fait le lien du coup avec la partie d'après, travailler en Asie quand on est digital nomade, quand on a son business en ligne, ou qu'on travaille avec des clients en ligne, ou qu'on travaille même pour une entreprise qui accepte de vous laisser partir. C'est pas le cas de toutes les entreprises, mais il y en a qui vous laissent partir. Mais il y a plein d'endroits où travailler qui sont hyper agréables en Asie. Donc toujours, si je rebondis sur le coût de la vie, en fait, un espace de coworking, ça peut vous coûter entre 50 et 100 € par mois pour avoir un bureau. C'est hyper abordable. En France, j'ai toujours voulu travailler en coworking en France, mais je trouvais ça à chaque fois beaucoup trop cher. Vous payez 300 € votre espace de coworking, votre bureau, juste votre bureau, et encore ça peut être plus cher, franchement. Vous enlevez ça, vous rajoutez l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, tout ça. Enfin, même si vous faites de l'argent, je trouve que c'est énorme. Donc en Asie, il y a beaucoup, la plupart du temps, dans les grandes villes, des jolis espaces de coworking. J'ai pu en tester beaucoup. Mais en fait, le gros avantage de l'Asie, c'est qu'il y a énormément de coffee shops et des coffee shops qui sont pas bondés. Et dans quasiment toutes les villes que j'ai faites, j'ai toujours trouvé des endroits, des cafés un peu sympas où vous pouvez vous poser avec un bon wifi et vous avez juste à consommer pour pouvoir rester. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a des villes dans lesquelles où c'est plus marqué que d'autres. Je pense à Chiang Mai où il y a 10 000 cafés dans tous les sens. Bali, pareil. Et vraiment, il y a cette tendance où les gens bossent depuis les cafés qui crée une ambiance vraiment studieuse.
Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est sûr que quand vous payez votre café 1 euro, 1,50 €, et je vous parle d'un gros café, un ice latte, un truc comme ça, et bah au final, votre journée, elle vous coûte pas très cher si vous êtes resté au café, voilà. C'est le gros avantage. Donc là-dessus, c'est vraiment agréable. Même si à titre perso, je préfère bosser de chez moi, mais voilà. De temps en temps, pour avoir un peu d'imagination en plus, c'est un bon compromis. Pour les réseaux Wi-Fi, je dois avouer que c'est assez bon. Thaïlande, c'est incroyablement bon. Bali, c'est bon. Malaisie, c'est très bon. Enfin, du moins là où j'étais. Là où c'était moins bon, c'est Vietnam, j'ai toujours plus ou moins galéré sur les réseaux Wi-Fi. Cambodge, ben ouais, le développement du Cambodge, je sais pas trop ça, donc c'était vraiment pas terrible aussi. Singapour, aucun problème. Philippines, pareil. Philippines, il y a souvent des coupures d'électricité, etc. Si vous n'avez pas un Starlink, c'est un peu la guerre. Starlink, c'est Internet par satellite. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que ça peut un peu varier, c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Bah, par exemple, vous avez les vidéos que je fais ville par ville. Au moins, vous êtes conscient de si le Wi-Fi est intéressant ou pas et assez puissant. Mais ça m'est arrivé de galérer un petit peu en Asie quand même, selon les endroits où j'allais. Et ça, c'est un petit peu dommage, voilà, ça dépend des pays. Ensuite, on peut parler des différentes rencontres que j'ai pu faire, que ça soit expat, que ça soit local. Pour ce qui est le côté amical ou professionnel, bah, j'ai rencontré beaucoup de digital nomades comme moi, hein, ça j'en rencontre tout le temps. Beaucoup d'internationaux. Au premier abord, je suis pas quelqu'un qui va forcément vers les Français. Je préfère me faire des potes, un réseau international. Je me suis fait énormément de potes en fait sur les quasi 2 dernières années. Des Allemands, beaucoup. Finlandais, dont Yossé The Nomad, que vous connaissez sûrement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Espagnol, américain, canadien. J'ai franchement rencontré du monde et c'est cool. Et puis pour la plupart, c'est quand même des bons potes. On s'est revus dans certaines destinations, donc ça c'est cool. C'est l'avantage de ce mode de vie. En fait, des fois, vous vous dites « Ah, je rencontre cette personne, je la reverrai plus jamais ». Mais la réalité, c'est que quand vous avez cette soif du voyage, ces personnes-là, vous les retrouvez toujours au bout d'un moment quelque part. Et ça, je ne le savais pas quand j'ai commencé à être digital nomade, mais je peux vous assurer que c'est assez ouf. C'est véridique. Vous recroisez vraiment les gens souvent. Donc voilà, là-dessus, assez séduit par les personnes que j'ai pu rencontrer. Les Français que j'ai rencontrés, les digital nomades ou personnes qui s'étaient expatriées, j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fait, les Français ou les Belges qui s'expatrient ou qui vivent à l'étranger, qui sont digital nomades, pensent comme moi. Parce que souvent, quand je faisais ma petite vie de digital nomade et que je rencontrais des Français qui étaient en vacances, là je me dis oula, il y a un décalage, je peux pas me les blairer, désolé, mais c'est vraiment ce qui se passait dans ma tête et je sais que ça l'a fait à pas mal de gens. Mais par contre, quand vous rencontrez des expatriés qui sont des digital nomades ou des expatriés, peu importe, français, en fait ils pensent comme vous et là vous êtes là en mode ah bah tiens, il y a des gens comme moi en fait. Ils pensent vraiment comme vous, ils ont fui la France pour les mêmes raisons et du coup ça devient l'entente est quasi immédiate, qui est assez intéressante de ce côté-là. Et pour les expériences amoureuses, bon là j'imagine qu'on me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais essayer de vous donner un peu de détails. Du moins des anecdotes parce que je pense que c'est ce qui est le plus représentatif. J'avais jamais fait de dating avec des Asiates avant d'aller en Asie, hein, je précise. La première Asiate que j'ai rencontrée, ça m'a mis une claque et ça on m'avait prévenu, on m'avait dit Dim, le jour où tu vas sortir avec une Asiate, ça va te choquer un peu. Ça va te faire bizarre. Moi j'étais là en mode ah bon. Et ça a commencé en Malaisie. J'ai rencontré une femme qui était incroyable, hyper attentionnée, toujours positive. Ça c'est pour toutes celles que j'ai rencontrées en fait, elles étaient toutes archi positives de la vie, même si elles n'avaient pas grand chose. Donc ça c'est le premier constat. Et en fait c'est des femmes qui sont, pour la plupart, parce que je vais pas faire de généralité non plus, hyper... elles font plein de gestes pour leurs hommes, quoi, les personnes avec qui elles sortent. Et je vais vous donner un exemple concret, cette même personne en Malaisie, ça faisait 2 semaines on se voyait, donc on s'était vu peut-être 3 fois. Ça se passait super bien, bien évidemment. Un jour, donc au bout de ces 2 semaines, je suis tombé malade, j'avais chopé une grosse crève, quoi, j'étais cloué au lit. Je lui dis, ouais, j'ai la crève, c'est un peu la galère. Elle me dit, eh ben vas-y, je vais te cuisiner un plat et je te l'envoie avec Grab. Grab, c'est l'équivalent de Uber hein, en Asie. Et vous pouvez envoyer des colis avec tout type de colis. Et la meuf a directement cuisiné pour moi en 1 heure et elle m'a envoyé un plat, c'était un bouillon de riz et de poulet qui était incroyablement bon. Elle me l'a envoyé, le mec est venu en bas de chez moi, j'ai récupéré la nourriture. Et ce jour-là, je m'en souviens, je me suis fait une réflexion, je me suis dit attends, tu viens de rencontrer cette femme depuis 2 semaines et elle t'a déjà préparé à manger, elle t'a envoyé la bouffe, quoi. C'est même pas elle est chez moi, tu vois, c'est elle m'a envoyé la bouffe. Et là j'ai commencé à comprendre et à me dire ah ok, il y a quand même, il se passe un truc. Et je vais pas éplucher en détail toutes les relations que j'ai eues, mais j'en ai pas eu 150, hein, calmez-vous. Mais en gros, il y a eu plein d'actions similaires où je me suis dit waouh, c'est ouf. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi aborder le cliché comme quoi les Asiates, elles sont là juste pour notre argent. Je pense que c'est carrément le cas pour les personnes qui ont plus de 45 ans, et désolé pour vous si vous regardez cette vidéo, qui cherchent une seconde jeunesse en Asie. Donc là, ouais, c'est vrai que ça pue un peu l'argent. Mais pour des gens un peu plus de mon âge, elles sont pas du tout là pour votre fric. Alors certes, si vous leur payez des trucs, elles seront contentes et il y a un petit peu cette... vu qu'on est un peu plus sur la femme traditionnelle, il est vrai que l'homme paye un peu plus que la femme, voilà, ça c'est normal. Mais on m'a éduqué comme ça et j'ai pas trop de problème par rapport à ça.
Mais voilà, je préfère vous prévenir. Par contre, ce qui est assez ouf, c'est que j'ai, par exemple, il y avait une fille que j'avais rencontrée, c'était à Phuket, si je dis pas de bêtises, et elle m'avait tout payé. Elle m'avait payé l'hôtel, elle m'avait payé les 3 quarts des restos. J'ai réussi à en payer un quand même. J'ai quasiment pas sorti ma carte bancaire du séjour. Et là, pareil, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, en fait, cette fantaisie comme quoi les Asiates, elles sont juste là pour notre fric, c'est pas vrai, quoi. Sauf s'il y a vraiment un décalage d'âge et que les gens cherchent juste à se refaire une seconde jeunesse. Mais pour moi, ça n'a jamais été le cas et je me suis jamais senti, genre, j'ai jamais été un porte-monnaie, voilà, aux yeux des femmes que j'ai rencontrées. Et c'était assez incroyable de ce côté-là. Après, bon, voilà, j'ai eu des petites histoires à droite à gauche aussi avec des Russes. Et les Russes, pour le coup, je peux vous le dire, c'est drastiquement l'opposé. Elles sont pas toujours super positives dans la vie. Et elles, dans leur culture, l'homme paye tout. Il paye vraiment tout. Et des Russes, maintenant, il y en a beaucoup quand même en Asie, donc je préfère vous prévenir là-dessus. Après, de manière générale, sur les femmes, où c'est que j'ai été un peu déçu? Au Vietnam, j'ai rencontré d'autres potes aussi qui ont galéré. Et c'est vrai qu'au Vietnam, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes sont très traditionnelles. Donc, vous allez devoir les voir 5, 6, 7 fois avant même d'avoir un petit bisou. Donc non, c'est sûr que pour trouver la femme de sa vie, c'est peut-être bien, mais pour le reste, je vous vois venir, c'est un petit peu différent. Voilà pour la partie femme, j'espère que ça vous aura ouvert un peu les yeux. J'aurais pu raconter d'autres histoires encore, mais bon, on peut le garder pour une autre vidéo. Est-ce que je peux parler un peu de ce qui m'a déçu en Asie? Alors, il n'y a pas grand-chose qui m'a déçu en Asie, pour être très sincère avec vous. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est que la compréhension de l'anglais est pas toujours top. Et c'est vrai que ça peut vous créer des situations où vous devez répéter 10 000 fois les choses. Une fois, 2 fois, ça va, mais c'est vrai que des fois, ça vous gonfle en fait. En fait, en Asie, il faut savoir une chose, c'est que les gens vous disent toujours oui, même s'ils n'ont pas compris ce que vous demandez. Et au début, vous vous en rendez pas trop compte, donc vous comprenez pas pourquoi les gens vous disent toujours oui, mais c'est juste que la négation, c'est pas très bien vu en Asie. Et du coup, des fois, on vous dit, vous demandez un truc, ils n'ont pas compris, ils vont vous dire oui. Et vous êtes là en mode, elle me l'a toujours pas amené mon jus d'orange. En fait, c'est qu'elle a pas de jus d'orange. Elle t'a juste dit oui parce que voilà. Et ça m'est arrivé, ces petites situations cocasses là, ça m'est arrivé des millions de fois. Je commande un truc, on m'amène autre chose. Je demande par exemple de l'eau avec des glaçons. Je suis spécifique sur les glaçons. On me ramène juste l'eau. Enfin, après, ça peut arriver n'importe où, mais ça m'est vraiment arrivé beaucoup de fois en Asie. Donc, la compréhension de l'anglais, c'est pas toujours parfait et c'est normal, hein, c'est pas leur langue natale. Le sens du service n'est pas toujours parfait, cependant, ils sont très souriants et accueillants, ce qui fait que vous oubliez un peu que des fois, c'est pas les meilleurs niveaux service. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par pas les meilleurs niveaux service? C'est que, disons qu'il y a un peu des standards en hôtellerie ou autre à respecter, ou même au restaurant, et c'est pas toujours respecté en Asie, mais selon les endroits où vous allez, c'est plus ou moins bien. À Bali, par exemple, ils ont une qualité du service qui est folle, qui est comparable à celle de l'île Maurice. C'est s'il y en a qui sont déjà allés à l'île Maurice et qui savent à quel point les Mauriciens sont très serviables et très, très respectueux en fait des clients et sortent de faire le meilleur pour les clients, et c'est assez flagrant comme c'est similaire en Indonésie, enfin à Bali du moins. Ils ont vraiment ils se plient en 4 pour les clients, c'est assez dingue. Donc voilà, ça c'était un petit peu le truc qui m'a dérangé à terme de devoir toujours répéter les choses. Selon certains pays aussi, les règles du trafic quand vous roulez. Au Vietnam, il y en a un petit peu dans tous les sens, franchement c'est presque dangereux. La sécurité routière de manière générale en Asie, c'est pas trop ça, et c'est vrai que déjà mettez toujours un casque. Et vous voyez, enfin moi j'ai vu, depuis que je suis en Asie, j'ai dû voir 7 accidents devant mes yeux. Par chance, pas trop grave, mais suffisamment embêtant pour faire un petit séjour à l'hôpital quand même. La plupart du temps, c'était les touristes, parce que les touristes roulent vite en pensant qu'il y a des règles, sauf qu'il y a pas, enfin il y a des règles, mais si tout le monde roule doucement en Asie, c'est pour une raison la plupart du temps, c'est parce que les gens sont imprévisibles. Donc si vous pensez que vous avez le droit d'aller à fond parce que vous êtes persuadé que vous êtes sur une route où vous avez la priorité, détrompez-vous parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui déboule sur la droite en mode le paysan qui transporte son bétail, et là je peux vous assurer que ça peut virer au drame parce que vous pouvez le cartonner, ce qui est un petit peu dommage. Donc ouais, le trafic c'est quelque chose d'assez spécial. Il y a une habitude à prendre, hein. Moi très clairement l'habitude je l'ai prise et je sais comment il faut conduire, mais je vois encore des gens rouler comme des débiles, et ça encore à Bali pareil. En sortant de chez moi l'autre jour, je croise 2 mecs en X-Max, donc les gros scouts, ils passent dans une rue à fond, et en fait à Bali t'as des chiens errants, t'as des enfants qui jouent, t'as le paysan qui sort avec son scooter qui roule à 2 à l'heure mais qui fait attention à rien. Et ces mecs-là, en fait, s'ils tapent, déjà, la plupart du temps, ils sont pas assurés, donc eux, ils sont dans la merde. Puis il y a des chances qu'ils ravagent une famille dans la foulée à cause de ce qu'ils font. Donc vraiment, arrêtez de faire les débiles quand vous louez des scooters en vacances, faites juste gaffe. Parce que j'ai trop vu de gens rouler n'importe comment à cause de ça. Alors quelle est la suite pour moi par rapport à tout ça? Pour être très sincère avec vous, je vais rester à Dubaï. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, pour être très sincère avec vous, en fait, mon plan, comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu à travers mes autres vidéos, je me suis expatrié à Bali, donc je dépends de Bali maintenant, enfin de l'Indonésie, je devrais dire. Et à terme, comment je vois l'évolution? En fait, là-bas, Bali, ça restera ma base, donc j'y serai plusieurs mois par an. Parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où j'ai le plus de potes. Je me sens très bien par rapport à la culture balinaise aussi. Je la trouve très agréable. Je trouve les Balinais archi accueillants. Donc là-dessus, je me suis vraiment senti accepté. J'ai vraiment hésité avec la Thaïlande, hein, pour être sincère avec vous, mais
Ouais, je sais pas, il s'est passé un truc à Bali. Rien ne m'empêchera de m'expatrier en Thaïlande pour le futur, mais voilà, ça a été Bali. L'avenir de la chaîne, parce que moi, mon truc, c'est les voyages, hein. C'est pas juste l'Asie. Vous m'avez connu avec mes vidéos en Asie, mais c'est pas du tout le plan en fait. Moi, j'ai vraiment envie de voyager à travers le monde et de vous faire découvrir plein d'autres destinations et de vous montrer où c'est qu'on peut vivre, où c'est qu'on devrait éviter de vivre, où c'est que la vie elle est pas chère, où c'est que les gens sont agréables. Enfin voilà, moi mon but c'est vraiment de découvrir un maximum de pays de ce côté-là. Donc là-dessus vous pouvez compter sur moi. Il y a beaucoup de destinations qui arrivent dans les prochains mois en dehors de l'Asie, des destinations que j'ai hâte de mettre sous les projecteurs. Alors il y en a qui sont connues, il y en a qui sont peut-être un poil moins connues, mais mon but c'est vraiment de vous partager voilà, ma vie, mon expérience à travers ces différentes destinations. Je prends énormément de plaisir à faire ça à travers YouTube pour être sincère. C'est pas du tout une corvée pour moi, au contraire c'est vraiment une vraie passion. C'est pour ça que je suis en ce moment même en train de tourner une vidéo sous 40 degrés, je pense que ça se voit. Là je suis en train de transpirer comme pas possible, mais ça me fait énormément de parler à cette caméra en face de moi et de raconter un peu mes anecdotes. Donc beaucoup de choses arrivent à l'avenir sur la chaîne. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment me faire confiance. Et pour refaire un point très rapide sur l'Asie, moi, c'est des destinations, enfin une destination et des pays que je conseille à toute personne qui aime voyager, qui aime être submergé par une nouvelle culture, rencontrer des personnes souriantes, rencontrer aussi beaucoup d'expats parce qu'il y a quand même un paquet d'expats là-bas. Et également des gens qui essaient de faire attention à leur argent parce que c'est vrai qu'en Asie, on peut vivre pour pas très cher. On peut vivre pour cher aussi, hein, attention. Il n'y a pas que des pauvres là-bas, loin de là. Mais c'est une destination qui est relativement adaptée pour ceux qui cherchent voilà, des lieux où la vie est moins chère, des gens qui cherchent la sécurité. Parce que ça, j'aurais pu en parler, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais en Asie, vous laissez traîner vos affaires un peu de partout. Hein. Dans les 3/4 des pays que j'ai fait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et ça, c'est game changer. En fait, j'ai oublié de le mentionner parce que pour moi, c'est devenu normal. Dubaï, c'est encore plus marquant. Quand je mettrai les pieds en France, je pense que ça sera différent et que je vais devoir me rappeler qu'il ne faut pas laisser traîner ses affaires n'importe où. C'est vrai que la sécurité, c'était assez dingue en Asie. En tout cas, moi, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse aussi m'indiquer dans les commentaires si ce type de format un peu plus raw vous intéresse. Je sais que j'avais fait pour le Vietnam, ça avait relativement bien marché. Donc là, je me suis dit, ça vaut le coup de reprendre la caméra et juste raconter ma life de ce qui s'est passé en Asie ces derniers mois. Ça, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.